Salut, bonsoir à tous. C'est l'heure du débat citoyen sur le grand rendez-vous. Merci d'être là avec la jeunesse politique au front. Et bien ce soir, nous irons au cœur des formations politiques pour apprécier leurs offres. Les partis dans l'occupation de l'espace public agissent-ils pour les intérêts vitaux et le bien-être des populations? À quelques encablures des grands rendez-vous électoraux de 2026, quelle place occupent les besoins concrets des populations dans le débat politique? Ne se contentent-ils pas plus d'imposer leur idéologie pour promouvoir leurs propres intérêts plutôt que de chercher à combler les véritables attentes du peuple? Et que fait ce dernier de ce qui lui est proposé? Nous lançons le débat. Bienvenue chez vous. Les différents plateaux de ce grand rendez-vous sont à suivre. Dans un instant, on va se tourner vers l'éditorialiste Omar Salouf qui, parlant du besoin des populations, pense que le débat politique est hautement sérieux. Et sur la question, nous avons donné la parole à un consultant dans l'œil de l'expert. Il s'agit de Oussou Victor Adandé. Son regard d'expert en gouvernance et développement des politiques publiques est à suivre. Et plus loin, parole à la jeunesse militante, un plateau de 4 invités de différents courant politique. Nous recevrons Amba Lakobi, il est coordonnateur national du parti Les Patriotes, Rassemblement des Kérikouistes. Raymond Afosogbe, membre du bureau politique national du parti Bloc Républicain. Il est le coordonnateur du BR à Boumé. Et ensuite, nous aurons Semevo Amadidje, qui lui est le secrétaire général adjoint du parti Le Libéral, porté sur les fonds baptismaux. Il y a de cela quelques jours. Et puis enfin, un quatrième invité, Mohamed Okri à Sogba, qui est militant du parti Les Démocrates, membre de la cellule de communication des LD. Nous verrons quelle est leur approche quand il s'agit des préoccupations des populations dans le discours politique. Merci de nous préférer. Alberto Mardochegounou, bonsoir. Bonsoir Christian Adandé, amis téléspectateurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver. C'est la météo politique avec vous et on poursuit avec notre tournée découverte des institutions de la République et leur rôle dans le fonctionnement de l'État. Vous nous proposez une descente ce soir dans les couloirs du médiateur de la République. L'institution semble être méconnue, mais elle joue pourtant un rôle clé. Alors, quelle compréhension doit-on avoir du médiateur de la République? Christian Adandé, référons-nous d'abord à l'article 1er du décret numéro 2004-299 du 20 mai 2004 qui définit le médiateur de la République comme un organe intercesseur gracieux entre l'administration et les usagers de la fonction publique. Autorité indépendante, le médiateur de la République constitue selon les initiateurs une solution originale pour la résolution des conflits qui opposent les citoyens aux services publics, les forces socio-professionnelles au gouvernement, pour peu que la résolution de ces conflits, aucune juridiction ne se révèle compétente. Et quelle est la petite histoire autour de la création de cette institution? C'est sous le régime du président Mathieu Kérékou que le médiateur de la République a été créé en 2004. À son arrivée au pouvoir en 2006, le régime du président Boni Yahi s'est saisi des dispositions de l'article 98, 13e de la Constitution du 11 décembre 1990 pour inscrire le médiateur dans son programme d'action en le présentant comme un facilitateur dans la gestion des crises socio-politiques. Par la loi numéro 2009-22 du 11 août 2009, le médiateur de la République a été institué. Quel est alors le statut du médiateur de la République et qu'en est-il de ses attributions? Le médiateur de la République d'abord est une autorité administrative indépendante. Il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité politique, administrative, législative ou judiciaire. Nommé par le président de la République, le médiateur de la République est choisi en raison de sa grande expérience de la vie des affaires publiques, de ses compétences professionnelles éprouvées du moins, de sa bonne moralité et de son attachement à la concorde et à la paix sociale. Le médiateur de la République est désigné pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le président de la République. Il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'en cas d'empêchement ou de faute grave constatée par la Cour suprême. Précisons que le médiateur de la République ne peut être
poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Et pour parler de ses attributions, Christian Adandédian, le médiateur de la République, reçoit les griefs des administrés relatifs au fonctionnement des administrations centrales de l'État, des collectivités décentralisées, des établissements publics et les étudie afin d'y apporter des solutions équitables. Il suggère au chef de l'État des propositions tendant au fonctionnement et à l'efficience des services public. Il contribue de façon générale à l'amélioration de l'état de droit et de la gouvernance administrative. Il peut, à la demande du président de la République ou des membres de toute autre institution de la République, participer à toute autre activité de conciliation entre l'administration publique et les forces sociales et ou professionnelles. Enfin, il peut également être sollicité par le président de la République pour des missions particulières relatives aux questions de réconciliation et de paix au niveau national, régional ou international. Et qui peut donc saisir le médiateur de la République? Rassurez-vous, c'est toute personne physique ou morale qui estime à l'occasion d'une affaire la concernant qu'un des organismes n'a pas fonctionné conformément à sa mission de service public et peut par une réclamation écrite saisir le médiateur de la République. Depuis sa création, le médiateur de la République a connu des tas de dossiers. Mardoché Alberto Gounou, est-ce qu'il y a eu un vrai impact à la suite de leur traitement sur le fonctionnement de l'État? Oui, il y en a eu. Son intervention a par exemple permis de débloquer la question des pensions de retraités, de résoudre des conflits de terrain ou encore d'améliorer la prestation des services publics. Beaucoup d'autres actes sont rendus mais sont restés discrets et peu médiatisés. Et puis on va finir avec cette question de médiateur de la République. Je vais vous rappeler les personnalités qui ont eu à diriger, à présider l'institution. D'abord, Albert Tévoïdre, qui fut le premier médiateur de la République du Bénin de 2009 à 2013. Joseph Yonofou de 2013 à 2022 et Pascal Ressou, médiateur depuis mai 2022 jusqu'à ce jour. Voilà, l'actualité politique de cette dernière semaine, on va parler politique. Il est désormais en plein dans l'arène politique. Je veux parler de Richard Boni-Ouourou. Il y a une semaine, il a lancé son parti. Oui, c'était le samedi 5 avril dernier dans la commune d'Abomey-Calavi au cours d'un congrès qui a consacré sur les fonds baptismaux le parti libéral. À cette activité politique, il y avait 1200 délégués venus des 12 départements du Bénin. Le libéral place la démocratie, l'état de droit et la justice sociale au cœur de son programme. Le parti se veut une alternative crédible et met l'accent sur le respect des droits individuels, la liberté et l'égalité devant la loi. Et pour la présidentielle de 2026, il faudra désormais compter avec Bertin Korovi, un acteur politique qui ne cesse d'occuper la scène par ses déclarations. L'homme politique se positionne sur la ligne de départ des potentiels successeurs de Patrice Talon à la Marina. Bertin Korovi a annoncé sa candidature pour les primaires de la présidentielle de 2026 et déclare s'inscrit dans la continuité du programme de l'actuel chef de l'État. Il a indiqué qu'il est prêt à poursuivre les réformes de Patrice Talon tout en ouvrant de nouveaux horizons pour le pays. Au niveau des formations politiques, ça bouge aussi. Vous nous parlez du Parti des démocrates qui semble concentrer ses efforts sur la fédération de l'opposition. Dans quel état d'esprit? Le Parti des démocrates dirigé par l'ancien président Boni Yahi cherche activement à rassembler les forces de l'opposition en vue des élections de 2026. L'objectif des dirigeants du parti est de réussir à constituer un front uni face au pouvoir en place. Il multiplie les concertations, continue de mettre en place les structures locales pour renforcer leur présence sur le terrain. Et le bloc républicain qui se prépare également activement avec des initiatives qui riment avec discrétion. Le bloc républicain se concentre principalement sur le renforcement de ses structures locales. Le parti travaille sur la consolidation de ses réseaux dans les départements, en particulier avec les jeunes et les femmes. Le parti mise sur une approche de terrain par une méthode plus discrète. Et on va finir avec l'Union progressiste Le Renouveau qui poursuit sa marche vers le positionnement et la conquête de tous les pouvoirs. Oui, l'UPR, bien que discrète ces derniers jours, cherche à maintenir une forte présence au niveau local. Des alliances stratégiques se nouent pour quadriller, justement, j'y arrive, l'espace en vue des prochaines échéances.
La météo politique Mardoché Gounou pour Fili, ça donne quoi, le ciel politique béninois? Il faut dire que les démocrates préparent des orages d'unité dans son ambition de réussir à fédérer l'opposition. Entre rivalité et ambition, l'éclaircie reste encore incertaine pour cette formation dirigée par l'ancien président Boni Yayi. Au bloc républicain, on note un temps calme, mais les nuages de la compétition commencent à se former. Tout est sous contrôle pour l'instant. L'UPR brille sous un soleil éclatant, mais des nuages d'opposition commencent à pointer. Pas de pluie imminente, mais attention, des averses locales sont possibles avec le vent qui souffle. En résumé, Christian Dadédian, une forte pression sur l'opposition et un beau temps pour l'UPR. Méfiez-vous des changements rapides. La semaine prochaine, donc, Mardoché Alberto Gounou, c'était la météo politique avec vous. Actuellement et présentement, nous allons installer en plateau nos chroniqueurs Roland, Laurent Toninkes, Hamza Tablaï, Dr Bougar Koupaki et Omar Salouf. Pour les points de vue, on parlera du besoin des populations dans le débat politique. Est-ce que les acteurs politiques s'y intéressent vraiment? Question que nous poserons à nos débatteurs. Restez avec nous. C'est l'heure des points de vue à présent sur le grand rendez-vous avec nos chroniqueurs, débatteurs installés en plateau. Bonsoir à vous. Merci de répondre présent à notre invitation. Hamza Tablaï, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous avoir, un peu comme vous. Laurent Roland Toninkes, bonsoir. Christian Dadédian, bonsoir. Bonsoir aux amis téléspectateurs. Dr Bougar Koupaki, bonsoir. Bonsoir, cher ami Christian, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 3. Merci beaucoup. Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir, Christian Dadédian. Bonsoir, un plaisir d'être avec vous. On va parler du besoin des populations, le débat politique que vous pensez hautement sérieux. Omar Salouf, vous nous dites d'entrée que les attentes des populations sont nombreuses. Oui, Christian, la santé, l'eau, l'électricité, les routes, les défis environnementaux, l'agriculture, l'éducation sont autant de problématiques majeures qui intéressent le peuple. Satisfaire ses besoins et ceux de sa famille sont de jour en jour un véritable parcours de combattant avec la situation économique mondiale. Le peuple a ses besoins que la politique ne doit pas ignorer. Les guerres de leadership, les tiraillements sur fond d'ego dégoûtent de plus en plus les populations qui comprennent de mieux en mieux que leur suivi dépend du type de dirigeant qu'ils désignent. Alors tout le monde a le regard tourné vers 2026, c'est dans quelques mois. Le débat se fera sans doute, non, Omar? Oui, il s'agit des élections générales et donc une période d'attention particulière sur l'ensemble des besoins vitaux. Président de la République, députés, conseillers communaux et municipaux seront élus au même moment. Dans le débat public, il faut poser le diagnostic et proposer la thérapie efficace sur les 5 ou 10 prochaines années. Le régime finissant va faire son bilan sur la base des PAG 1 et 2, mais dans la quête de l'alternance politique, le camp d'en face, se réclamant de l'opposition, a tout intérêt à proposer du mieux pour le vivre mieux des populations. Surfer uniquement sur les défauts du pouvoir sortant pour espérer l'accompagnement de la majorité des électeurs ne serait que pure démagogie. Dans une démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et au Bénin, le saupoudrage politique n'a plus droit de citer, j'ose croire. Alors, quelle place pour les besoins des populations béninoises dans le débat politique? Vous vous posez également cette question, et ce, avec insistance, Omar. Oui, Christian, à la date d'aujourd'hui, un parti politique qui n'a pas encore un projet de société clair pour les élections générales de 2026 n'est pas sérieux du tout. Un parti politique qui ne maîtrise pas les réels besoins des populations fait dans la plaisanterie politique. C'est dire que les besoins et attentes des populations sont à prendre très au sérieux. Les populations méritent respect et considération. Et en 2026, il ne s'agit pas d'un ballet de troupe théâtrale politique. Par respect pour le peuple, les partis politiques doivent s'attarder sur les débats
objectifs qui valorisent le citoyen et qui prennent en compte la vie du pays. La réforme du système partisan serait vaine si les partis politiques ne proposent pas du nouveau dans la manière de faire en mettant au cœur du débat les réels besoins des citoyens. Une gouvernance structurée axée sur la satisfaction des besoins vitaux, c'est ce que veut le peuple. Merci Laurent Plateau. Le débat est ainsi ouvert. Oui, dites-nous que vous inspire d'entrer la réflexion de l'éditorialiste Omar Salouf sur la question des besoins des populations dans le débat politique. Est-ce que vous pensez que les formations politiques s'en préoccupent véritablement, Roland Doniquès? Je prendrai une séquence de l'éditorialiste pour dire oui, à la date d'aujourd'hui, si une formation politique n'a pas de projet de société, ce n'est pas la peine, ils ne sont pas sérieux. Parce que quand on voit la gouvernance actuelle, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a matière à améliorer ce qui a été fait. Et ceux qui aspirent à conquérir le pouvoir d'État doivent dès maintenant commencer par nous proposer quelque chose de concret qui soit différent de l'autre. Qu'ils vous souviennent que quand l'ancien ministre Oswald Omeki a pris la parole à l'Okossa, il a reconnu les efforts faits par son ancien patron, Patrice Talon, mais a reconnu qu'il y avait une dose de social qu'il fallait ajouter, et c'est à cela qu'il estimait que la meilleure personne, c'était Olivier Bokor. Donc déjà, quelqu'un qui a participé au régime pratiquement pendant 7 ans reconnaissait qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, ceux qui aspirent à gouverner aujourd'hui, sont-ils prêts à ajouter ce social à ce qui est fait? C'est vrai qu'on vous dira qu'on fait des transferts monétaires aux filles, il y a beaucoup d'actions dans le social, mais en fait, ce n'est pas encore ça. J'estime véritablement que ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de partir aussi également, doivent revoir leur projet de société pour nous dire, ce n'est pas seulement dire que nous avons réalisé des infrastructures routières, nous avons fait tel Amazon, je ne sais quoi, tel statut, telle place, je ne sais pas ça. C'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce que nous faisons pour les paysans qui se plaignent de ce qu'on achète leurs produits à vil prix? Qu'est-ce que nous disons du personnel de la santé qui aujourd'hui se plaint de ce que, même si on dit que ça va dans le domaine sanitaire, il y a des choses à faire. Qu'est-ce qu'on dit des enseignants, même si on a réduit les grèves à 10 jours dans l'année, est-ce que la situation des enseignants est améliorée aujourd'hui? Donc, c'est de ça qu'il est question, ramener les vrais débats qui concernent les Béninoises, les Béninois au centre du débat et dire oui, des efforts ont été faits, mais il faut améliorer et de sous quelle manière. Justement, on le voit en profondeur. Qu'est-ce qu'on met dans les besoins des populations? Les besoins, j'en parle. Des populations, oui. Le besoin, c'est, oui, le paysan qui aujourd'hui voit qu'on achète son sujet à 210 francs, qui a envie de vendre ça à 50 francs, c'est un besoin de la population. Parce qu'on ne va pas au champ pour souffrir après et pour que les autres s'enrichissent. On dit question de santé aujourd'hui, c'est vrai. Il y a le chic, il y a si, on a d'accord. Il y a le premier arche, il y a beaucoup d'initiatives. Pour autant aller dans certaines régions du Bénin, la question de l'électricité est encore là aujourd'hui. On a tendance à penser que comme on est à Cotonou, les problèmes d'électricité sont réglés totalement. Non, aller dans certaines communes du Bénin, les gens manquent d'électricité en 24 heures. Et ça, c'est des réalités. C'est le discours des acteurs politiques qui nous préoccupe en ce moment. Hamza, je vais revenir à vous tout à l'heure. Hamza Tablaï, quand vous les écoutez, quand vous les entendez, quand ils prennent la parole, est-ce que vous pensez que le citoyen béninois se sent dans les propos qui sont tenus? Ça dépend de quel homme politique on parle, ça dépend de quel parti politique on évoque. Pour moi, je pense que le débat est en train de revivre, le débat politique, justement parce que nous sommes à la veille des élections et on est habitué déjà parce que, justement, les partis politiques béninois préfèrent dormir, sauf à l'hémicycle, bien sûr, parce que sous une certaine époque, on voyait des élus du peuple dormir dans l'Assemblée nationale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Donc ça veut dire qu'au sein de l'hémicycle, ça fonctionne très bien, et c'est tant mieux. Mais je trouve que le retour du débat politique est très positif par rapport aux aspirations des populations. Les populations veulent qu'au niveau de la justice sociale, qu'il y ait du mieux, qu'au niveau de la santé, qu'il y ait beaucoup plus d'investissements, qu'au niveau de l'éducation, qu'il y ait plus d'écoles, qu'il y ait plus d'instituteurs, de professeurs et bien d'autres choses, surtout matérielles, pour pouvoir aider les élèves à pouvoir étudier dans de meilleures conditions. Oui. Donc ça, c'est des attentes des populations qui sont, je vais dire, un peu en décalage ou en déphasage avec parfois le discours des hommes politiques aujourd'hui. Cela peut se comprendre. Mais quand je reviens au centre de votre question, je trouve que
le gouvernement de Patrice Talon avait, je vais dire, fait un pari risqué quand il arrivait en 2016, surtout. Un pari risqué de relever le Bénin qui était à terre, ça il faut le constater. Mais on peut le dire, il y a eu énormément d'avancées sur plusieurs plans, même sur le plan agricole, le plan économique, le plan politique, le plan des infrastructures. Il y a énormément d'avancées, il y a énormément de choses qui ont progressé. Et le Béninois de 2025, comparé au Béninois d'avant 2016, est un Béninois qui est meilleur, un Béninois qui vit dans de meilleures conditions, un Béninois qui a plus d'opportunités, déjà à travers même l'accès à l'administration, à travers l'accès à obtenir certains documents. Je trouve qu'il y a du mieux, il y a du mieux. Mais pour revenir, et je finis là-dessus, pour revenir au peuple d'en bas, surtout quand on prend cette pyramide de Maslow, ou dans cette pyramide surtout des besoins, ceux qui sont en bas, qui constituent d'ailleurs la majorité, réclament toujours plus, surtout au niveau du social. Et je rejoins parfaitement Roland Tonenquès par rapport à cette question sociale qui a été soulevée d'ailleurs par certains membres de la famille politique du chef de l'État. Ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Et si on doit un jour parler d'échec, je pense que ça va se concentrer uniquement sur cet aspect social, parce qu'il faut le rappeler, en 2021, lors de sa réélection, le président de Patrice Talon a fait le deuxième pari, celui de miser sur le social. Le social, alors, au niveau économique, il y a du mieux, au niveau politique, au niveau structurel, au niveau de ses réformes, il y a du mieux, mais au niveau social, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien au niveau social. Et tant qu'il y a à faire, c'est que tout reste à faire. Justement, parce que vous avez un regard, j'étais sur la gouvernance. De l'autre côté, nous parlons des acteurs politiques en général, qu'ils soient de l'opposition, du centre ou encore de la majorité présidentielle. Dr Bogar Koupaki, oui, le social, oui, le besoin des populations, oui, les véritables préoccupations des populations. À quelle hauteur devrait-on mesurer la prise en compte de cet aspect dans le débat, dans le discours politique? Merci Christian. Je voudrais d'abord dire merci à l'éditorialiste par rapport à la question qu'il a su véritablement cadrer et poser. Et je voudrais dire merci à Hamzat que j'ai vu aujourd'hui défendre pour une première fois sur ce plateau. Patrice Talon, parce que au fond c'est visible et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut véritablement aller toucher ce qui est bon, même on le dit en fond, à votre créateur n'a pas. Dès que Patrice Talon est arrivé à faire quelque chose de bon, il faut le dire, c'est ça, je salue le niveau de réflexion, cette capacité de discernement d'Hamzat. Et puis j'en viens à la question du hautement social. Lorsque nous reconnaissons que quelque chose a été tout au moins fait, il faut reconnaître à l'opposé que l'être humain est sauvagement un éternel insatisfait. Et puis, lorsqu'on va dire tous les problèmes sont pris en compte pour un quinquennat ou deux, il est difficile de concevoir que quelqu'un va venir et aussi parler du développement. Patrice Talon n'est qu'un humain, il n'est pas un supra, il n'est pas Dieu, il ne pourra pas régler les problèmes des Béninois, mais au fond, les acteurs politiques, exactement, au fond, les différents domaines qui ont été suffisamment touchés ont été touchés avec beaucoup de concret. Et puis, quand nous prenons le social, ce n'est pas que quelque chose n'a pas été fait. Vous savez très bien que tant qu'il reste à faire, comme l'a dit l'autre, il y a encore à faire. Quand nous prenons aujourd'hui les acteurs politiques dont vous parlez, dont nous parlons, celui qui a la clé aujourd'hui, qui doit pouvoir faire les choses, c'est Patrice Talon. Si on appelle Patrice Talon et sa gouvernance, c'est qu'il est le père de la nation, il est normalement celui qui doit pouvoir régler le problème social des Béninois. Ce n'est pas un député qui doit pouvoir le faire, ce n'est pas un maire qui doit pouvoir faire, ce n'est pas les partis politiques qui doivent se lever sans conquérir, sans gérer le pouvoir, qui doit pouvoir régler les problèmes. Ça va rester à l'étape de projet, à l'étape d'idée, à l'étape de rêve, lorsqu'on est parti politique. Mais il est difficile également de dire aujourd'hui que les partis politiques ne font rien ou ne proposent rien, parce que on ne peut pas, les propositions ou un projet de société ne peut pas précéder l'investiture d'un candidat pour aller aux élections. Donc, mais ce que nous devons savoir, ce que nous constatons, c'est que les états-majors, ça bouge. Et puis, on est arrivé avec le système partisan
à comprendre que les choses ne se présentent plus comme avant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant 2016, et puis avant les réformes du système partisan, à quelques enclaves, nous sommes à moins d'1 an des élections présidentielles. Vous devez constater que le pays, il y aurait déjà des absences dans les administrations publiques, les postes, les directeurs de structures d'État seront déjà sur le terrain. Ça bouge, exactement. Le terrain politique est aujourd'hui, l'administration reste égale à elle-même. Les services, d'accord, déconcentrés au niveau de l'État sont suivis, les populations normalement... Mais pour ceux qui sont encore sur le terrain, lorsque nous constatons qu'il y a des problèmes, et je pense que Roland Tony l'a dit tout à l'heure, il n'y a que une partie de la population continue quand même de souffrir le martyre. Et puis, il faut arriver à toucher du doigt si un projet de société sera ancré ou sérieusement orienté seulement vers le social, c'est qu'on va encore regresser de plusieurs années. On a vu Bouniaï dans ce pays, après ces 10 ans, tout ce que nous avons entendu, ça voudrait dire qu'il y avait du social, mais tout le reste était à l'eau. Et quand nous prenons Patrice Talon par rapport à son projet de société, pour ceux qui l'ont lu comme moi, il parlait avant son second mandat de la réforme du système partisan, de la réforme politique, de la réforme économique, et puis de tout ce qu'il y avait comme le changement pour consolider le bien-être politique, social, économique. Et on a vu, quand nous prenons l'être humain au Bénin aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la construction des Béninois de type nouveau. Hamzat l'a dit tout à l'heure, le Béninois de 2016 n'est plus le Béninois de 2025. Donc du coup, on constate un changement social. Et quand on constate un changement social, il va falloir que chacun de sa position puisse travailler à ce que cela puisse être concrétisé. Et quand on veut parler du social ici pour dire qu'on doit partager un salaire à tous les Béninois, ou bien tous les Béninois doivent forcément cela. L'État ne peut trouver de l'emploi à tous les filles et fils. Et donc du coup, les entreprises qui doivent fonctionner. Le social, c'est la justice sociale. Les entreprises aujourd'hui qui arrivent à évoluer avec un espace compétitif. On vous écoute, Omar. Oui, toutes les avancées notées ça et là, je crois que cela ne constitue pas des pièges pour la suite du débat public, pour la suite du débat politique. Il ne faudrait pas qu'on se contente de tout ce qui a été fait durant 10 ans sans proposer de nouvelles choses. Sur la base de ce qui a été fait de 2016 à aujourd'hui, qu'est-ce que nous proposons maintenant aux Béninois pour non seulement améliorer ce qui n'a pas peut-être été bien fait, pour améliorer ce qui a été bien fait pour que ce soit très bien, et pour combler le manque que nous avons constaté, que nous soyons dans le domaine des infrastructures, dans le domaine social, dans le domaine politique et tout. Qu'est-ce que nous proposons? Même ceux qui sont en train de finir le mandat, qu'est-ce qu'ils proposent de mieux? Ceux qui réclament l'alternance, qu'est-ce qu'ils proposent de mieux pour faire beaucoup plus que ce que Patrice Talon et son gouvernement ont fait durant 10 ans? Je crois que c'est là que doit se situer le problème, le débat, pour permettre à ce que nous avancions encore un peu plus chaque année. Alors, le débat, quand il est posé, oui, je vais vous donner la parole, Laurent Toninquès, quand le débat est posé, quand vous entendez les acteurs politiques sur le terrain, aujourd'hui, ceux de la majorité présidentielle, ils applaudissent les actions, les réformes, en tout cas, tout ce qui a été fait par la gouvernance actuelle. Mais ceux qui sont en face ne trouvent pas un grand intérêt à cela. Est-ce que des discussions, des échanges qui sont de tout ce qui est proposé aux populations, on sent véritablement qu'on touche le cœur du citoyen et qui court derrière sa pitance? Permettez-moi de réagir en 2 secondes. Très rapidement, je pense qu'il y a un décalage entre les hommes politiques aujourd'hui et le chef de l'État. Le chef de l'État est dans une dynamique claire et établie, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, ici et ailleurs, sur les plateaux ou même sur le terrain. Je trouve que les hommes politiques au Bénin, surtout à la veille des élections, ne sont que des mégaphones qui, en fait, font la transmission de ce qu'ils ressentent comme émotion politique, comme émotion analytique. Et ça, c'est dommage en réalité. Le rôle de l'homme politique, même s'il est affilié ou lié à un pouvoir en place, est d'être objectif. Être objectif veut dire quoi?
défendre le bon et surtout rejeter le mauvais, mais en restant fidèle à sa personne, à ses idées et surtout aux idées de son parti politique. Alors, je ne dois pas citer, je ne dois pas citer de parti politique pour dire qui n'a pas ou qui l'a en termes d'idées. Mais ce que je vais dire, et je vais finir là-dessus, comme j'ai dit rapidement, c'est que le chef de l'État, pour moi, est séparé aujourd'hui des hommes politiques, de sa famille surtout politique. Pour moi, le chef de l'État a des idées qu'il défend avec les moyens dont il dispose, mais les hommes politiques, pour moi, ont failli à leur mission. Vous dites qu'il est séparé. Séparé de quelle manière? Oui. Séparé, à la fois au niveau des idées, mais aussi à la fois de la réalisation de ces idées. Et quand vous voyez ces hommes politiques qui sont devenus des chantres de l'homme que constitue Patrice Talon, je trouve que c'est un échec, un double échec à ce niveau, parce que l'homme politique doit rester fidèle à sa vocation d'homme politique, défendre les idéaux politiques, mais surtout amener ce plus, cette grinta que devrait amener un homme politique face au débat politique. Mais ça, c'est ce qui est souhaité dans l'idéal. Mais les réalités politiques de chez nous font que l'homme politique vit pour sa survie politique. Qu'il finisse. L'instinct de survie politique amène justement les hommes politiques sous nos cieux à adopter la posture que vous dénoncez là. Malheureusement. Pardon de clarifier une situation. Je ne veux pas généraliser que tous les hommes politiques sont comme ça. Mais de façon partie. Oui, justement. Je crois que ceux qui s'en prennent à nous souvent quand on parle de social en réalité ont tort de s'en prendre à nous. Parce que le chef de l'État, au terme de son premier mandat, personne ne l'a obligé le 23 mai 2021 à Porte-Nouveau à dire que ce mandat sera hautement social. Donc ça veut dire que lui-même, il était conscient qu'il y avait un problème. Chacun doit avoir sa compréhension. Non, oui, mais attendez, j'ai pas fini. Mais ça veut dire quoi? Il est conscient qu'il y a quelque chose à améliorer dans sa gouvernance. Et dès lors qu'il y a quelque chose à améliorer, si ce n'est pas fait, il faut le rappeler. Écoutez, quand on dit, par exemple, on soulève la question des paysans, par exemple, des producteurs, par exemple. C'est une évidence. Tout le monde voit ce qui s'est passé. Tout le monde a vu ce qui s'est passé avec les paysans. Quand on parle des enseignants, même si les enseignants sont maintenus à l'école aujourd'hui et qu'on a de bons résultats, mais quand même, les conditions de travail des enseignants, ça laisse à désirer. Mais je crois que Dr Boga-Koubaki, il est supérieur. Dira-t-il aujourd'hui que tout est parfait au supérieur? Depuis que ce régime est là, combien de choses ont été réalisées dans l'université d'Abomey-Calavi qui facilitent la tâche aux étudiants aujourd'hui? Posons les vraies questions et soyons honnêtes. C'est parce que Et là, vous parlez d'un système qui est au pouvoir. Qui est au pouvoir. Oui, attendez. C'est pour vous dire que déjà, même ceux qui sont au sein de ce système au pouvoir actuellement doivent pouvoir commencer par avoir le courage de dire, écoutez, il y a des choses à améliorer, travaillons à améliorer cela et nous allons continuer à avoir l'adhésion populaire. Maintenant, ceux qui sont en face, et c'est ça le véritable problème qui se pose aujourd'hui, ils sont dans les discours, ils sont dans des dénonciations à un point fini, mais concrètement, ils ne nous proposent pas quelque chose. J'ai tout le temps rappelé le fait que vous parlez des réalisations, d'accord. Si on réalise une voie, peut-être, on achète ce portable, je ne vais pas donner des exemples d'une voie pour me créer des ennuis encore, mais je crois que si je prends ce portable-là, je dis, ceux qui sont là disent, nous avons acheté ça à 100 000 francs, il leur revient de nous dire, non, on peut acheter ça à 80 000 francs. Mais sur ce débat-là, par exemple, on ne le voit pas. Et quand on parle des paysans, c'est vrai, ils sont là à dénoncer la situation des paysans, mais qu'est-ce qu'ils proposent concrètement? On n'en voit pas. Qu'est-ce qu'ils proposent en termes? C'est vrai qu'ils nous diront que sous Boni Yayi, on a construit beaucoup de salles de casse, mais ce n'est pas Boni Yayi qui veut conquérir le pouvoir d'État. C'est quelqu'un d'autre de leur formation politique. Qu'est-ce qu'ils proposent? Donc, en face, véritablement aussi, il y a un défaut du concret. On veut voir du concret. On veut les voir nous proposer du concret, mais malheureusement, eux aussi, ils sont dans la dénonciation. Ils sont beaucoup plus concentrés sur le code électoral pour le moment. Ils sont concentrés sur la question de 20%. Par contre, les populations ont besoin qu'on leur dise, écoutez, si nous venons là, voilà ce qui va changer en termes d'agriculture. Puisque c'est vrai que, écoutez, quand on prend notre pays, c'est un pays essentiellement fiscal, nous a-t-on dit. Depuis qu'on a commencé les cours secondaires, on dit qu'on a un pays fiscal qui repose sur le port et sur l'agriculture. Donc, les impôts. Si les agriculteurs, qui sont un levier important de l'agriculture, souffrent aujourd'hui, il y a un problème. Si au niveau du port aujourd'hui, avec les difficultés que nous avons aujourd'hui,
le port a des difficultés aussi à fonctionner, qu'est-ce qu'il propose concrètement? Donc, je vous avais raison de poser la question. Je pense que de l'autre côté, on a besoin de rassurer les populations pour dire, nous voulons améliorer ce que nous avons fait. Le chef a promis au plan social. Nous avons commencé, mais nous allons davantage améliorer ça. Il leur revient de nous dire ça. Il faut que des gens aient le je dirais depuis plusieurs années déjà, les discours tournent autour du code électoral, de la révision de la Constitution, au-delà de tout. Des lois électorales et bien d'autres. Je voudrais rappeler à mon ami qu'on ne peut pas gouverner, diriger un pays et ranger de côté les tests. Parce que nous tous ici, nous avons comme une Bible la Constitution en matière de gestion. Et puis nous avons le code électoral comme la Bible du côté électif. Et dire aujourd'hui que le bas peuple, qui a une seule voix comme le président de la République aussi, tous égaux devant les urnes, ne doit pas être concerné. Nul n'est censé ignorer la loi. Et quand on parle et que nous sommes allés jusqu'à permettre à ce que ces populations-là analphabètes comprennent dans leur langue locale, c'est ce que vous devez faire. Avec cette énergie, je pense que vous pouvez sensibiliser, d'accord, dans votre localité. Vous voulez être officiellement à pouvoir parler. Journaliste, de la société civile, etc. Vous devez participer, d'accord, à l'émergence des êtres humains. Et ce qu'il faut faire, c'est aller quand même parler, si c'est bouche à oreille, de le faire. Vous avez évoqué des questions. Et tout à l'heure, je l'ai dit, tant qu'il y a les hommes sur la terre, ils seront toujours insatisfaits. Parce que l'homme est de nature insatisfait. Mais le peu qu'il faut satisfaire, s'il n'y avait pas du social, d'accord, on ne peut pas parler du regroupement social. Et puis, c'était quoi? Dans la réalisation de ce mandat, on ne fait pas un discours, on ne fait pas un débat hautement social. Je suis en train de répondre à mon ami parce qu'il a donné des exemples. Quand l'acteur politique prend la parole, à quel degré il porte la préoccupation ou les préoccupations des Béninois? Nous sommes aujourd'hui dans un système qu'on appelle le système partisan. Ce n'est plus comme avant. Et puis, les partis politiques sont suffisamment forts aujourd'hui, avec des idéologies claires qu'on doit permettre qu'en leur sein de proposer ce qui est consistant à la population. Et je vous dis, ça ne peut pas préciser les investitures des candidatures. On ne peut pas aujourd'hui, un parti ne peut pas commencer par un parti. Est-ce que vous devez forcément attendre l'investiture des candidats? Exactement. Dans les états majors. Le travail qui se fait d'abord en amont. Le problème que vous devez savoir, moi je ne suis pas peut-être dans ceux qui parlent d'en face, eux-mêmes l'ont dit tout à l'heure, qui ne proposent pratiquement rien. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de la dynamique qui doit continuer, il faut reconnaître que ce qui est fait et savoir qu'au bout du rouleau, on doit pouvoir régler ces problèmes-là. Et quand on prend la vision d'un pays, d'accord, cela se élabore sur des thématiques bien données, les domaines bien sensibles. Comment est-ce qu'on les règle au fur et à mesure? On n'embrasse pas tout à la fois. Je ne dis pas que lorsque vous allez à l'université, comme tu l'as dit tout à l'heure, que depuis 2018, par exemple, il n'y a pas eu de recrutement et que tout le monde... Je parle même des conditions de travail des enseignants. Vous êtes docteur. Qu'est-ce qui a changé? Je dis, on écoute... Les étudiants continuent de se lever à 5 h du matin pour aller à l'université. Je voudrais rappeler à docteur... Aujourd'hui, la dématérialisation... Ça, on sait, on apprécie. On a fait quoi? Nous ne sommes même pas encore à une étape où on va se dire que, bon... nous sommes des éternels insatisfaits. On n'est pas encore à une étape où on est satisfait du minimum. Nous sommes en train, clopin, de faire nos premiers pas vers le développement. Et dans ce sens-là, on doit pouvoir se dire que chaque jour, on doit poser un pas de plus vers le développement. Cet idéal-là derrière lequel nous sommes. Ce que vous constatez aujourd'hui. Je vais vous préciser que actuellement, toutes les avancées que ce gouvernement a eues, c'est justement ça le piège qui guette ce même gouvernement. Il ne faudrait pas qu'on vienne devant le peuple pour dire toutes les fois que nous avons eu telle avancée, nous avons eu ci, nous avons eu ça en 10 ans. Mais qu'est-ce que nous proposons de plus pour que ce qui a été fait continue d'être amélioré? Si vous avez un regard attentif, vous allez voir. Justement, je voulais préciser également que la réforme du système partisan aura été inutile. Non, la réforme du système partisan aura été inutile si
dans ce schéma-là, on doit rester les bras croisés pour attendre le top. Actuellement, ni dans l'UP, ni le BR, je parle des plus grands partis politiques. Qu'est-ce que vous avez entendu de ces partis-là pour l'après 2026? Ceux qui disent pas ça va développer le Bénin. On ne va pas s'en tenir à ça. Certains ne sont plus dans l'équipe qui trouvent. Les acteurs politiques béninois actuellement sont dans l'essai de suivi. Pour avoir l'adhésion publique, il faudrait que le Béninois de se prononcer. Oui, allez-y. Oui. Nous sommes des sachants. Je peux me permettre de le dire peut-être en griffes, donc on peut s'écouter au moins. Et sur ce plateau, il y a un professeur à l'université, c'est bien le docteur Boga Koupaki, mais je ne me permettrai pas de prendre votre place de professeur. Mais je peux toutefois dire une chose, enfin 3 choses. La première chose par rapport à ce que vous venez de dire, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le débat au sein d'un parti politique ne doit pas attendre les élections ou la veille des élections. Voilà. Je n'ai jamais dit ça. Au sein des formations politiques, le débat se fait. On peut s'entendre. Mais faisons la nuance. Est-ce que nous ne nous permettrez pas d'aller au bout de ces idées-là? La personne a dit qu'il est en train de répéter ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. C'est ça la courtoisie de l'écoute. C'est pas ce que j'ai dit, cher ami. Merci. La première qualité. Est-ce que vous êtes dans une formation politique et ça ne se parle pas? La première qualité du professeur, c'est l'écoute, c'est la qualité de l'écoute. Donc, écoutez-moi. Laissez-moi aller. Non, allez-y, vous avez la parole. Vous lui permettez d'aller au bout. D'être suffisamment courtois. D'être suffisamment courtois. Nous sommes tous courtois. Parce que il est courtois dans ce qu'il dit. Oui, allez-y, vous avez la parole. Il pense comme d'habitude. S'il vous plaît, il pense comme d'habitude qu'il faut passer par des jeux de mots. Hamza, il faut être courtois comme d'habitude. Ne sois pas dans la posture d'un vulgaire, s'il te plaît. La première chose, comme je le disais, c'est vraiment qu'on observe que les partis politiques sont en décalage avec le chef de l'État. La vision du chef de l'État a toujours été claire, mais les partis politiques ne font que de l'interprétation. Les partis politiques ne font que du suivisme politique sans vision vraiment subjectif lié à leur parti eux-mêmes. Quand on parle d'idées, au sein des partis, excusez-moi de le dire, mais les partis politiques aujourd'hui ont que des noms, mais n'ont pas d'idées. Et ça, on doit être clair là-dessus. Quand on évoque les militants, oui, il y a des militants sur papier, on peut le constater, mais le militantisme politique qu'on a observé à travers les années 70, à travers les années 90, est en train de mourir. Et si on continue dans ce discours technocrate qui permet de dire oui, les partis politiques vivent bien, oui, il y a une réforme du système paritaire. Oui, on constate cette réforme, mais dans le fond des choses, le contrat social dont parlait Rousseau, ici transformé en contrat de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, risque d'être déchiré. Et quand ce contrat est déchiré, on va observer, comme c'est le cas lors des précédentes élections, le désintéressement de l'électorat. C'est de ça qu'on parle. Le premier défi des prochaines élections générales, c'est le taux de participation. Mais vous n'aurez pas, on n'aura pas ce taux de participation souhaité si on continue de faire ce discours qui permet de dire oui, tout va bien au niveau du système partisan, mais que dans le fond, du militantisme, tout va très... Non, moi je pense qu'il faut souligner ce qui ne va pas et surtout mettre l'accent là-dessus. La deuxième chose, pour moi, et c'est peut-être le contraire de ce que pense beaucoup sur ce plateau, c'est que le chef de l'État est devenu un stratège politique. On le connaissait comme l'homme économique, l'homme d'affaires, etc. Mais il est devenu un stratège politique. Et ce que vous venez de dire par rapport à ce qui ne va pas, surtout sur le plan politique, je me porte un peu à faux parce que justement, étant devenu ce stratège politique, les autres d'en face, les opposants surtout, ont été victimes de l'homme ou de la stratégie politique qui est devenu Patrice Talon. Et c'est tant mieux, parce que c'est surtout de bonne guerre qu'en politique, il y a quelqu'un qui use ou utilise une stratégie politique pour dominer les autres. C'est à eux de trouver l'alternative et les moyens pour les contourner. Et ça s'arrête là. Et moi, j'aimerais bien qu'un jour, on puisse étudier à l'université. J'espère que vous allez le faire un jour ou d'autres personnes. Étudier à l'université
la stratégie politique utilisée par Patrice Talon pour dominer absolument. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition, on doit se le dire. Mais c'est le jeu de la stratégie politique et c'est tant mieux si c'est comme ça. Est-ce que les jours qui arriveront ou les semaines qui justement, la question que j'allais faire, permettront pour le dernier tour de table, aux autres partis de pouvoir avoir cette ouverture, de proposer mieux. D'accord, permets-moi 2 secondes. Si j'étais dans un amphi ici, je dirais à tout le monde de se taire, écoutez. Donc, je ne suis pas dans un amphi. Nous sommes dans une discussion. Nous sommes dans une discussion et donc, je n'ai pas la posture de t'enseigner ou d'enseigner à qui que ce soit ici. Nous sommes à un rendez-vous de donner et de recevoir. Et mais les choses, je crois que c'est compris. Les choses on va évoluer dans la discussion. Deuxième chose, je l'ai rappelé. Deuxième chose, sur la question de stratégie, j'ai été très heureux que Hamzat chute là. D'accord? Lorsque vous avez une stratégie en face, il faut adopter votre stratégie. Ne dites pas que parce qu'on ne constate rien, que ça ne bouge pas. C'est tout ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas parce que vous ne sentez pas, parce que vous n'êtes pas de cette formation politique. Comment vous voulez savoir comment ça se passe? Aujourd'hui, face à une stratégie aussi lourde, une artillerie, il faut se concentrer et travailler en soutien. Est-ce que ça va changer? Ça va changer. D'abord, il faut rappeler quand même quelque chose de très important. Les 2 formations politiques, les plus grandes formations à l'aide de la réforme cité partisan, ont toujours nié que Patrice Talon n'est pas le patron. D'accord? Et Patrice Talon... Non, laissez-moi finir, laissez-moi aller au bout. Laissez-moi finir. Patrice Talon est en train de finir. Et c'est eux qui disent qu'ils veulent continuer à gouverner. En réalité, il revient à ce que dit Hamzat, c'est très bien clair. Les formations politiques, en réalité, doivent prendre la parole maintenant et nous dire, par rapport à ce que Patrice Talon a fait, qui n'est pas notre patron, voilà ce que nous proposons d'autres pour améliorer. Et c'est de ça qu'il est question. Ce qu'on dit, c'est rien de méchant. Oui, exactement. C'est rien de méchant. Le moment pour écouter. Non. On les voit tout le temps passer de télé en télé, radio, radio. Pas plus à l'effort, il a réalisé l'effort, il a fait ça. C'est tout le débat. On vous dit... C'est faux. L'un d'entre vous, une fois qu'il a été à la touche, a reconnu qu'il manquait du social. Et tous ceux qui sont partis après aussi, on a vu les discours. Je reconnaissais qu'il faut améliorer quelque chose dans cette gouvernance. On apprécie tout ce qui a été fait. C'est bien, c'est beau. La modernisation du Bénin, on apprécie. La dématérialisation, on apprécie. Moi, j'ai été fier de présenter la dématérialisation au Bénin comme une fierté. Et pourquoi on refuse ce droit? Mais je dis après ça, merci. Reconnaissez qu'il y a des choses à améliorer. Le débat politique est public. Il n'est pas question de confiner le débat dans un parti politique et d'attendre 2 mois ou 6 mois des élections. Les débats qui se font au sein de l'UPO progressiste, les débats politiques animent la vie politique. Exactement. Justement, ça s'appelle la période électorale. Pas du tout, la vie politique s'anime. Mais déjà quand les partis vont sur le terrain, sont sur le terrain. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu un porte-parole de l'UPO ou du BR dire que après 2026, voici ce que nous proposons. Voici ce qui a été fait. Il ne s'appréhendise que ce qui est fait. C'est le piège qu'il faut éviter. Attends, Hamzat. Moi, j'aimerais conclure en disant ce que dit Omar a du bon sens. Parce que, en réalité, le piège d'une gouvernance, c'est de se retrouver dans ce que j'ai bien fait. L'autosuffisance. Ce qui reste à faire. Et on le propose. Bon, c'est pas parce que UP ou BR accompagne les actions du gouvernement qu'ils se restituent en dirigeant du pays. Non, il y a les partis de la mouvance présidentielle et le parti de l'opposition. Je ne sais pas si vous faites la nuance. Le bilan des partis n'est pas le bilan de Patrice Talon. J'insiste vraiment là-dessus. Si ils ont un bilan négatif... Le bilan des partis de Patrice Talon peut être le bilan des partis. Ah non, puisque les partis soutiennent son action. Ah non, du tout. J'insiste là-dessus. Le bilan des partis politiques, quand il sera négatif, ce sera absolument leur responsabilité et leur charge. Et je le dis, ils auraient dû faire des choses, ils auraient dû
Et c'est le moment surtout de montrer. Je pense que le à l'Assemblée, ça fonctionne bien. Et Patrice Talon n'est pas député à l'Assemblée, mais il a ses députés au sein de cette formation politique qui travaillent. Et vous dites que le résultat ne sera pas l'impact de... Je crois que les gouvernants doivent éviter le piège de l'autosatisfaction et de l'autosuffisance. C'est très important. Il n'y a pas d'autosuffisance. On dit que tant qu'il reste à faire... On finit. Rien n'est encore fait. D'accord. Je ne peux pas dire ça. J'aimerais donner quand même une piste pour finir à l'opposition. Rapidement. L'opposition peut se concentrer sur 3 chantiers qui pour moi sont source d'échec pour Patrice Talon, ou plutôt pour la gouvernance majoritaire. Premièrement, c'est au niveau de la justice sociale. Merci. Deuxièmement, c'est au niveau de la diplomatie. La diplomatie béninoise sous Patrice Talon, enfin. On fera le débat. Et enfin, sur la politique agricole. Merci. Je pense que ce sont des chantiers sur lesquels nous allons améliorer. Merci. On ne vous sent pas. Merci Laurent et merci à améliorer. On va évoluer. Nous aurons dans un instant une analyse sociopolitique de la question autour de la place qu'occupent les besoins des populations dans le débat politique chez nous au Bénin. On va s'adresser à Dandé Victor Oussou. Il est expert en gouvernance et développement politique, des politiques publiques. Il est chargé d'enseignement et de recherche au Canada. C'est l'œil de l'expert. Les partis politiques jouent un rôle crucial dans la structuration de la vie démocratique. Je m'explique. La démocratie, c'est essentiellement 2 choses. Pouvoir du peuple, gouvernement du peuple. C'est ce que Abraham Lincoln appelle gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, pour dire que le pouvoir en démocratie appartient au peuple. Ainsi donc, les partis politiques jouent en quelque sorte un rôle de médiateur entre le peuple et les gouvernants en proposant une offre politique et du personnel politique à qui le peuple donne mandat et pouvoir d'agir. Plus concrètement, les partis politiques exercent ce pouvoir en étant des canaux de représentation des intérêts des citoyens, en facilitant le débat public et en contribuant à la formation des gouvernements. Alors, non seulement ils animent la vie politique, mais encore plus, ils structurent et rendent compte de la vie démocratique et portent une responsabilité programmatique en ce sens que leur orientation politique impacte le développement des politiques publiques. Vous voyez donc tout le poids que prennent les partis politiques dans la structuration et la vitalité démocratique. Nous pouvons voir ensemble 3 cas majeurs d'enjeu à titre d'exemple. Le premier cas d'enjeu. Lorsque les intérêts partisans prennent le pas sur le bien commun, il est évident que les partis politiques ne soient plus dans le rôle du pouvoir qui leur a été délégué, et cela pose de toute façon une certaine question de légitimité, de confiance et de participation politique des citoyens. Ceci explique aujourd'hui les forts taux d'abstention électorale qu'on constate. Il est donc essentiel que les partis s'engagent à promouvoir la transparence et l'intégrité pour renforcer la confiance des citoyens. Le deuxième cas d'enjeu. Si les choix électoraux provoquent des alternances qui ne se reflètent pas dans les politiques publiques, la démocratie n'est qu'une rhétorique. Cela interpelle la question des idéologies ou orientations politiques qui doivent déterminer l'offre politique des partis et son évolution en fonction des enjeux réels dans nos pays, d'une compétition électorale à une autre. Troisième cas d'enjeu. La rhétorique et la gouvernance constituent un double enjeu pour les partis politiques. Vous savez, les partis politiques sont comme coincés entre 2 exigences placées au cœur de leur existence. Si d'une part, il faut persuader pendant les campagnes électorales pour accroître la participation des militants et gagner des électeurs, une fois le mandat obtenu, il faut ensuite gouverner. Il faut pouvoir réellement provoquer des changements et élaborer des politiques publiques conformes à la ligne programmatique et idéologique vendue à la clientèle électorale. Cela est une toute autre chose. Malheureusement, l'écart est souvent trop grand entre les deux.
La participation politique est essentielle pour la démocratie. Elle permet aux citoyens de faire entendre leur voix, d'influencer les décisions qui les affectent et de tenir les élus responsables. En s'engageant, les citoyens contribuent à une société plus juste et plus inclusive. De plus, la participation renforce le sentiment d'appartenance et de responsabilité civique crucial pour le développement d'une culture démocratique. La militance peut offrir aux citoyens une meilleure compréhension du système politique et de ses enjeux. En s'engageant, les citoyens acquièrent des compétences, ils tissent des réseaux et ils peuvent faire pression pour des changements. Cela dit, il est important que la militance soit orientée vers des objectifs constructifs et qu'elle prenne en compte les besoins de tous les segments de la société. Écoutez, au Bénin, les préoccupations des citoyens sont parfois éclipsées par des agendas politiques ou des luttes de pouvoir. Pour un débat politique efficace, il est crucial d'intégrer les voix des citoyens, notamment à travers des consultations publiques et des mécanismes participatifs. Cela permet de mieux cerner les besoins réels et d'élaborer les politiques publiques qui y répondent. Il est vrai que nous faisons des pas de progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut absolument retenir que les méthodes de consultation publique vont en fonction du sujet et de l'importance de la question que pose l'enjeu public concerné, vont en fonction du type des résultats à obtenir et de leur application, vont en fonction du temps et de l'argent disponible, des caractéristiques des personnes que l'on souhaite faire participer. Mais encore plus, tout cela dépend du niveau du pouvoir retourné aux citoyens. Alors, pour intégrer les préoccupations ou les besoins du citoyen au débat politique, selon qu'on opte pour une absence de pouvoir qu'on leur accorde, ou pour un pouvoir d'influence, ou pour un pouvoir réellement partagé avec les citoyens, il faudra associer respectivement les catégories de modalités de participation qui vont de la communication à la consultation et à l'engagement. Le système politique béninois a donc le défi d'aller au-delà des techniques de communication et de consultation classiques pour pouvoir entrer de plein pied dans les techniques d'engagement. Les régimes politiques s'appuient souvent sur des données statistiques, sur des études d'impact et sur les retours des citoyens pour élaborer les politiques publiques. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'études d'impact? Il va s'agir par exemple, dans l'élaboration des politiques publiques, de faire appel aux techniques d'analyse d'impact réglementaire qui permettent de voir dans quelle mesure une réglementation qu'on veut mettre en place peut affecter par exemple les petites entreprises ou les moyennes entreprises. Car nous sommes un État en construction. Il va s'agir aussi des techniques d'analyse selon les couches particulières de notre société. Comme on peut faire aussi les techniques d'analyse selon le sexe, comme on peut faire aussi les techniques d'analyse selon les régions. Parce que pour un même enjeu public, les régions ne sont pas concernées de la même façon. Les régions ne vivent pas les problèmes de la même façon. Donc, quand on va prendre en compte toutes ces techniques qui permettent d'analyser les impacts, on est sûr de créer au niveau de tous les Béninois le même sentiment d'appartenance à leur pays. Il est essentiel aussi qu'on tienne compte des retours d'expérience des acteurs de la société civile et des communautés locales. Et enfin, une approche inclusive et participative est plus à même de garantir les politiques efficaces et adaptées aux besoins des populations béninoises.
C'est désormais en toute franchise que nous allons nous parler sur le grand rendez-vous à partir de cet instant. Messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci de répondre présent à notre invitation. Je vais commencer par vous. Monsieur Mohamed Okri Assogba, bonsoir. Bonsoir Christian Dadeyan. Bienvenue, bonsoir. Vous êtes membre du Parti Les Démocrates. Voilà, et membre de la cellule de communication de cette formation politique. Juste à côté de vous, nous avons monsieur Semevo Amadidje, bonsoir. Bonsoir Christian. Vous êtes le secrétaire général adjoint du Parti libéral, c'est le tout dernier né dans l'arène politique. On reviendra à vous tout à l'heure. Et de ce côté, nous avons monsieur Ambal Akobi, bonsoir. Bonsoir monsieur Christian, merci pour l'invitation. Je vous en prie, bienvenue, coordonnateur national du Parti Les Patriotes, Rassemblement des Kérékoulistes. Merci de répondre présent à cette invitation, un peu comme vous, monsieur Arma Fonsoboui, bonsoir. Bonsoir monsieur Christian. Bienvenue, membre du bureau politique national du Parti Bloc Républicain. Vous êtes également le coordonnateur de cette formation politique à Abomey. Puisque je l'annonçais, nous avons un nouveau-né avec nous dans l'arène politique sur ce plateau, le libéral. Sur quelle lancée vous vous inscrivez désormais? Nous nous sommes lancés sur la base du libéralisme parce que pour nous, les Béninois ont du mal à s'imprégner de l'actualité politique. Tous les partis politiques qui sont sur l'échiquier politique béninois ne s'imprègnent pas de la vie quotidienne des Béninois. Ils, pour la plupart, s'intéressent aux réformes politiques. On parle de constitution, on parle de code électoral, mais on oublie quel est le quotidien des Béninois. Il faut s'imprégner de la réalité que vit chaque Béninois dans le Bénin. Quand on fait les campagnes pour les élections, on va vers ces populations, mais on n'intègre plus dans nos programmes ce que vivent les Béninois. Les doléances posées par les Béninois ne sont plus prises en compte. Et c'est là le libéralisme vient avec le Parti libéral pour aider les Béninois à comprendre mieux la donc, politique. autrement dit, vous autres, vous occuperez beaucoup plus du quotidien des Béninois plutôt que des questions politiques. En tout cas, le débat est ainsi lancé à travers votre prise de parole. D'ailleurs, c'est le sujet que nous abordons ce soir. Quelle est la place qu'occupent les besoins des populations dans les discours politiques? Oui. Vous avez une réponse à son intervention, Arma Fonsoboui, au niveau du bloc républicain? Vous vous occupez beaucoup plus des questions politiques plutôt que du quotidien des Béninois? Non, mais écoutez, vous savez, un parti politique anime la vie politique, retrace les projets de société, de comment ils peuvent gérer le pouvoir s'ils gagnent le pouvoir, et tout ce que mon frère a cité est compris aussi dans la devise de notre parti politique, le Bloc républicain. On ne s'occupe pas que de la politique, on s'occupe de tout. Un peu de tout. Oui, je suis à vous, monsieur Assogba. Oui. Au niveau des démocrates. Non, je suis un peu surpris par le développement de mon ami du tout nouveau parti né. Je leur souhaite la bienvenue sur l'échiquier politique national. Un parti politique, comme vient de le dire Arma Fonsoboui du BR, a pour vocation de conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer au profit des populations. Donc on ne peut pas dire que les partis qui étaient là avant la naissance du libéral ne s'occupent que de la politique. Ce serait une insulte pour le BR et l'UP Le Renouveau qui ont la gestion du pays aux côtés du président Patrice Talon depuis 2016. Nous, à LD, nous sommes en train de dénoncer la manière de nous gouverner et nous nous apprêtons à présenter une autre offre politique dans le cadre des élections générales qui s'annoncent dans un an. Donc c'est réducteur de dire que les partis politiques qui existent avant leur naissance à eux ne s'occupent que de politique. Oui, votre réaction? Oui, d'entrée de jeu, au niveau des patriotes. Avant d'aborder le sujet, je vais présenter mes salutations de paix à tous vos téléspectateurs. Merci. Au nom du Parti Les Patriotes, et présenter également mes salutations de paix à tout le peuple béninois. Et si je dois m'inscrire dans la thématique, c'est animation de la vie politique à quelques enclavures des élections générales. Quelle place pour les besoins des populations dans le débat politique? À notre niveau, en tant que patriotes,
nous constatons que à la veille, à quelques mois de ces élections générales, nous ne constatons pas encore les besoins des populations au niveau du débat politique. Cela pour 4 raisons principales. Lesquelles? La première raison, déjà, au niveau de la mouvance présidentielle, la mouvance se dit, nous sommes dans une dynamique. La dynamique doit continuer. Donc pour ça, ils sont dans une position où on ne veut pas, on ne veut pas présenter au peuple ou à l'heure suivante là où on veut les conduire de manière concrète. Parce que dans une démocratie où des gens croisent les idées, pour une mouvance, normalement, je crois qu'il y a des têtes pensantes où déjà les gens doivent croiser des idées, les gens doivent penser, faire des propositions sur l'amélioration de ce qui a été fait de bien jusque-là, ainsi de suite. Au niveau de l'opposition, ce que nous constatons également, c'est que l'opposition critique, dénonce, mais il n'y a pas de propositions concrètes en ce qui concerne ce qu'ils proposent. Parce que si vous voulez exercer le pouvoir, parce que n'oubliez pas, quand vous prenez le pouvoir, forcément vous allez hériter de bonnes choses que votre prédécesseur a eu à faire. Donc déjà sur ça, il faut déjà commencer par apprécier et proposer. Je donne un exemple concret. Oui. Quand le docteur Boni Yayi partait, il a laissé des projets. Vous prenez par exemple le projet de la route des pêches, ça déjà, ça a commencé. Mais quand le régime de la rupture est venu, il l'a amélioré. Donc, on aurait souhaité entendre de la part des démocrates, voilà pour telle chose ce que nous reprochons, voilà ce que nous proposons quand nous serons là. Troisième raison, c'est que, troisième raison, au niveau de la population, parce que le débat des besoins ne se font pas parce que au niveau de la population, vous sentez que les populations sont méfiantes des politiciens. Parce qu'on se dit, nous faisons tout, bon, notre pouvoir de vie ne change pas, c'est toujours les mêmes refrains. Les populations voient même les politiciens comme des gens malhonnêtes. Et en plus de ça, cette même population, quand on parle des élections, ne voit que l'argent. Quelle idéologie les hommes politiques présentent, ils s'en fichent de ça. Donc, quelque part, la population aussi a sa part de responsabilité. Et quand nous prenons les statistiques, au niveau des 3 élections est passé, je vais venir avec les détails en termes de chiffres, le taux d'abstention, surtout pour les législatives passées, plus de 60% d'abstention, ça montre que, en tant qu'acteur politique, on doit se poser des questions concrètes, des questions concrètes en ce qui concerne ce que les populations veulent concrètement de nous. Et autre chose, ce qui fait que... Ça, c'est le dernier point, le 4e point. Oui, le 4e point. Ce qui fait que les besoins ne sont pas au niveau des débats politiques, c'est qu'il y a les réformes. Parce que quand vous voyez le code électoral, la nouvelle charte des partis politiques, ça constitue des barrières pour d'autres acteurs pour rentrer en politique afin qu'il y ait une diversité et d'échanges. Et surtout, la jeunesse, parce que quand vous prenez certains points de la nouvelle charte des partis politiques et du code électoral, c'est comme si, si vous n'êtes pas riche, si vous n'avez pas les moyens, en tant que jeune qui a de bonnes idées, vous ne pouvez pas vous lancer en politique. Ça n'empêche quand même pas que vous allez vous mettre forcément, derrière les partis qui existent. Monsieur, oui, qu'est-ce que vous dites de votre disposition? À monsieur que... Monsieur Okri, pardon, oui, allez-y, monsieur Akobi. Oui. Monsieur Akobi. Akobi, oui, autant pour moi, excusez-moi. Ce n'est pas que les partis politiques choisissent de ne parler que des questions politiques à 1 an des élections. Nous sommes dans une situation où l'atmosphère
est pollué par un débat qui est en cours. La méthode de dévolution du pouvoir, la conquête du pouvoir. Actuellement, il y a la question du code électoral qui focalise les attentions. Et tous les acteurs politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, certainement même de ceux qui viennent de naître, le libéral, ils vont forcément embrayer sur ce débat parce que pour conquérir le pouvoir et satisfaire les attentes des populations, il faut un moyen. Et le moyen, c'est le code électoral qui pose actuellement problème. Donc, dit que ne nous occupons pas, quand je me réfère au parti duquel je réponds, les démocrates, pour dire que nous ne proposons rien, ce n'est pas juste de parler ainsi. Quand remonte la dernière proposition que vous avez eu à faire sur le plan social, à l'endroit des concitoyens, de ceux-là avec qui nous n'avons de cesse de dénoncer, par exemple, la misère qui est faite aux sojaculteurs, aux cotonculteurs. Ce sont nos compatriotes qui s'échitent, qui font leur production et puis bon, on leur impose une autre manière de le leur acheter. LD ne s'est jamais tué là-dessus. Je suis venu dans ce studio avec un élément témoin. Depuis 2016 que ce régime de la rupture a pris le pouvoir. Regardez, arachide. Aujourd'hui, c'est ça qui est à 25 francs. Le gari. Ceux qui nous suivent, ça c'est le sucre ordinaire. Ceux qui nous suivent connaissent les quantités que ceci représentait il y a 9 ans. Le panier de la ménagère s'est complètement amenuisé. S'il faut développer, vous allez vous dire, mais écoutez, il est venu faire un procès en règle contre le système. Ce n'est pas le sujet. Les attentes des populations, on les connaît. Un pays, le Bénin n'est pas un pays particulier. Dans tout pays, un gouvernement cherche à rendre la vie moins difficile aux populations. Donc, LD a pour vocation de conquérir le pouvoir d'État pour améliorer le panier de la ménagère. D'accord, oui, allez-y. Tout à fait d'accord avec ça, parce que il y a 9 ans, ceux qui représentent aujourd'hui le Parti démocrate étaient ceux qui avaient géré le pays. Comment ont-ils géré le pays pour que les hommes d'affaires s'en prennent-ils au pouvoir? Donc, il y a une question à se poser. Comment ont-ils géré les ressources du pays pour qu'aujourd'hui, on ne soit pas en mesure d'avoir du bon gari dans nos assiettes, de l'arachide? Est-ce qu'ils ont été capables de financer la production agricole? Est-ce qu'ils ont été capables de financer l'activité économique en général? Est-ce qu'ils ont été capables d'apporter du soutien aux jeunes sans emploi? Est-ce qu'ils ont créé de nouveaux emplois? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé tout leur temps à critiquer, à faire des réformes politiques à leur niveau pendant 9 ans. Et lorsque le nouveau pouvoir également est venu, pour lui, c'est de construire des routes parce que c'est de ça qu'on a besoin. Mais ce n'est pas la priorité. Pour nous, avec le libéral, le code électoral, c'est une question subsidiaire. Ce n'est pas une question principale pour nous. La question principale pour nous aujourd'hui, c'est d'aller vers les populations, les écouter, leur apporter notre soutien. On a vu, entre 2006 et 2016, on a vu des écoles qu'on nous avait promis, ces écoles allaient changer. Mais est-ce que ces écoles ont réellement changé? Est-ce qu'on a pu apporter de l'emploi? Est-ce qu'on a pu apporter quelque chose de concret à la jeunesse béninoise? C'est pour cela que les gens se sont désintéressés à la politique. Et dit donc que depuis la base, il y a très longtemps que le problème a commencé. Il y a très longtemps. Maintenant, lorsque les démocrates sont arrivés... Je ne vais pas vous laisser dire que en 1990, je viens. Sous Yahi Boni, en 1990, on avait un problème entre 85 et 87, qui était la crise économique. La réponse qui a été apportée à un problème économique était une réponse politique. Mais tous ceux qui sont arrivés après 1990, est-ce qu'ils ont apporté une solution économique? Les émigrants sont partis de 1985. Mais est-ce qu'entre 1985 et 1987, mais est-ce que tous les pouvoirs qui se sont succédés depuis 1990 ont apporté une solution concrète aux émigrants pour que les émigrants quittent Cotonou? La vente de l'essence de contrebande, c'est parti de la crise économique. Mais est-ce que tous les pouvoirs qui se sont succédés depuis 1990 ont apporté une réelle réponse à cette chose-là? C'est pourquoi on dit que les partis qui ont existé depuis toujours n'ont pas intégré dans leur programme les différents problèmes des populations. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, si vous permettez. Oui, allez-y. Très rapidement, il est de notoriété publique que depuis 1991, à l'ère du renouveau démocratique, le régime le plus antisocial, c'est le régime dit de la rupture. Vous ne pouvez pas reprocher au régime du président Yahi Boni de n'avoir pas fait le social. Ça, je m'inscris en faux contre cela. Je pourrais revenir là-dessus. On y va.
Bon, à quelques mois des élections générales, la vie politique de notre pays s'anime comme dans une démocratie quand même vivante. C'est normal. Mais cette animation de la vie politique ne doit pas être un slogan. Il faut des faits concrets. Et aujourd'hui, moi je suis sur le plateau dans une posture qui vient d'un parti politique qu'on appelle le Bloc républicain, qui soutient les actions du gouvernement. Et nous sommes à 9 ans de la gestion du pouvoir avec le président Patrice Talon. Et nous, aujourd'hui, à chaque fois que vous, les journalistes, vous nous invitez, nous sommes fiers de venir parce que nous avons du concret. Et le peuple béninois a touché du doigt tout ce que nous avions fait en 9 ans. Nous ne sommes pas là pour inventer des choses. Nous, quand nous sommes venus, nous avons créé le cantine scolaire. Aujourd'hui, près d'1 million de Béninois mangent aujourd'hui, d'écoliers béninois mangent. Nous avons amélioré l'économie nationale, et ça, je tire un chapeau au meilleur ministre de Finances de l'Afrique, qu'est le ministre Romiad Wadaï. Nous avons, malgré que le pouvoir de la rupture, vous savez que nous avons eu beaucoup de problèmes comme la Covid, la fermeture de la frontière du Nigeria, nous avons eu actuellement la fermeture de la frontière du Niger, nous avons créé des marchés secondaires, nous avons construit des routes, contrairement à ce que je viens d'apprendre tout à l'heure ici, que les routes ne sont pas nécessaires. Mais quand les agriculteurs, quand les paysans cultivent leurs champs, comment ils vont convoyer? Sur quelle route ils vont passer pour convoyer ces routes? J'ai vu aussi des arachides, ou bien la farine, bien le sucre qui est monté. Moi là, je suis d'une époque où nous avions acheté le sucre, les sucres en morceaux, 7 pour 5 francs. Et le kilo du riz était à 20 francs. Le Yuki, dans le temps, qui est Fizzy Cocktail maintenant, c'est à 10 francs. Mais le monde évolue et la vie devient de plus en plus chère. On ne peut pas, un parti politique sérieux ne peut pas vouloir comparer un certain nombre de faits ou bien un certain nombre de choses en exhibant la farine ou bien le sucre ou bien l'arachide. Donc, nous sommes dans une posture quand même de faire le bilan des 9 ans que nous avons passé à la tête de ce pays. Oui, en exhibant, c'est pour montrer un peu en réalité que cette formation politique se préoccupe véritablement des besoins des populations, raison pour laquelle elle est venue en plateau avec... et surtout du plus grand nombre. Si Alpha Sogbe ne mange plus le gari et l'arachide, ce n'est pas le cas de millions de Béninois. C'est pour ça qu'il faut s'occuper. M. Alpha Sogbe aurait pu simplement nous dire des chiffres comparatifs par rapport à l'évolution, au travail qui a été fait dans le temps. Il ne s'agit pas de dire on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Avant 2016, l'huile était, le bidon d'huile de 25 litres, l'huile végétale, était autour de 15 000 francs, 14 000, 15 000 francs. Mais aujourd'hui, vous devez avoir l'huile à plus de 25 000 francs CFA. Est-ce que c'est une amélioration des conditions de vie des populations? Le sac de sucre qui était à moins de 13 000, je ne sais pas, entre 13 000 et 15 000, le sac de sucre est à plus de 30 000 francs. C'est-à-dire donc que vous faites un travail... Et même à ce prix actuellement, il faut dire que le gouvernement béninois subventionne. Parce qu'au moment où il parlait comme ça, la vie, peut-être que le coût de la vie n'était pas si cher. Nous sommes dans une atmosphère mondiale très compliquée où il y a la guerre de l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, et tout ça là favorise. Regardez l'arrivée de Donald Trump qui augmente les taxes. Mais c'est tout ça là qui donne des répercussions, parce que malgré le prix qu'ils sont en train de dire actuellement, le gouvernement béninois subventionne le riz, le gouvernement béninois subventionne l'huile végétale, le gouvernement béninois subventionne même le sucre. On ne parle pas en réalité du gouvernement béninois, nous parlons des formations politiques individuellement pris, Bloc républicain, le libéral, les démocrates, l'Union progressiste, les patriotes, la Renaissance nationale et autres. Est-ce que vous sentez véritablement que quand vous allez vers les populations, le message que vous leur portez, est-ce que ça prend véritablement en compte
ce que les populations ressentent et ce qu'elles veulent entendre. Mais M. Christian Danidjan, vous savez, c'est le seul gouvernement, le gouvernement Patrice Talon est le seul gouvernement qui fait périodiquement des points. Nous sortons récemment d'une tournée gouvernementale pour montrer du doigt tout ce qui a été fait pour la population. Et vous savez que le président du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Diop Tchane, est le ministre d'État chargé du développement et de la coordination gouvernementale. Et vous savez, vous connaissez le rôle qu'il joue auprès du président de la République. Vous savez ce qu'il apporte comme expertise auprès du président de la République. Et cette expertise, il ne l'apporte pas sans son parti politique qu'est le bloc républicain. Donc, vous savez, et les Béninois aujourd'hui, ça se vit. Ça se vit. D'accord. Oui, on vous écoute, M. Akobi. Moi, j'aurais souhaité que nous nous inscrivons vraiment dans la thématique du débat. Parce qu'il y a des élections générales qui se pointent à l'horizon et ce que on a constaté qu'il n'y a pas un débat autour des besoins des populations. Et ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'on puisse dire aux populations et à nos militants de manière concrète comment nous entrevoyons l'avenir et qu'est-ce que nous voulons les apporter. Parce que je constate que nous tournons autour du pot alors qu'on ne peut pas se dire être dans une démocratie et que pour des partis, qu'ils soient anciens ou nouveaux, qu'on ne puisse pas projeter sur l'avenir. Parce que tout à l'heure, quand je vais aborder un point, c'est vrai, parce que en politique aussi, il faut être honnête. Et à des moments, apprécier ce qui doit être apprécié et aussi infirmer ce qui doit être infirmé et faire des propositions. Quand on parle de la cherté de vie, il faut constater quand même que ce gouvernement s'est donné comme préoccupation les infrastructures. Et vous ne pouvez pas vouloir des infrastructures et ne pas payer le prix. Parce que notre, comment appelle-t-on, nos recettes sont purement fiscales et tournent autour des tarifs et portuaires. Donc pour ça, il faut au moins reconnaître que ce gouvernement a pu élever en termes de fonds les recettes de l'État. Et payer les taxes et autres, ce n'est pas un souci quand les populations constatent que ce qu'on prend chez nous, ça permet de faire quelque chose. Donc sur ce point, il est important que on puisse être unanime que pour un pays comme le nôtre, dont les recettes sont basées sur la fiscalité et les tarifs douaniers, on ne peut pas vouloir avoir des infrastructures et ne pas payer le prix. Et pour ça, on n'a pas le choix, même si c'est un autre gouvernement qui avait ce même rêve, il sera contraint. Maintenant, ce qu'on veut, c'est d'un côté donné qu'il puisse avoir la transparence. Comment est-ce que les choses sont gérées? Et comme ça, ça rassure tout le monde. Je donne un exemple. Quand vous prenez le régime du général Mathieu Kérékou, au moment où il partait, son taux d'endettement était moins que par rapport à celui de Yahi Boni. D'accord? Au moment où Yahi Boni aussi partait, son taux d'endettement était encore moins par rapport à celui de Talon. Donc, tout dépend des ambitions et des priorités de chaque gouvernement. Mais ce qui importe aujourd'hui, il est important que si nous sommes patriotes et que nous aimons vraiment ce pays, pour les élections générales dont les candidatures se retrouvent déjà à 5 ou 6 mois, dans une démocratie vivante, qu'on puisse déjà savoir, par exemple, pour les présidentielles, personne ne sait qui sera candidat. C'est comme si c'est quelque chose de secret. Mais en attendant, vous êtes des formations politiques, vous participez donc à l'animation de la vie politique, vous allez au contact
de vos militants, des populations, vous leur parlez. Qu'est-ce que vous leur dites? Si je prends le cas des patriotes rassemblement des Kérékouistes, nous ne faisons pas de la dentelle. Parce que tout ce que nous nous reprochons aujourd'hui, ou nos plaintes aujourd'hui, nous sommes tous co-responsables. Pourquoi? Parce que là où nous avons échoué, la conférence nationale c'était quelque chose de bien. Et il faut saluer ceux qui l'ont initié et sa réussite. Mais là où nous avons échoué, c'est que l'élite politique béninoise n'a pas su éduquer la population en ce qui concerne la culture politique. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la tête sur les épaules et que c'est seulement vos idées que vous allez vers les populations, pour eux, quand on parle de la politique, c'est l'argent. Vous vous rappelez, on va vous demander, Doudou de mer, et vous vous rappelez le terme politique tout le long. Donc ça déjà, nous disons population, en matière politique, vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité. La politique, ce n'est pas vous donner l'argent, c'est à vous-même de décider et de suivre les gens selon leur moralité, selon leur programme. Je donne un cas concret pour prouver cela. En 2016, je ne veux pas désigner de nom, mais il y avait eu un candidat qui pratiquement s'est prononcé à moins de 2 ans ou à moins de 1 an et demi. Mais tout le monde s'est rué derrière lui. Nulle part, ce candidat n'a pu prendre le micro comme ça pour développer une idée ou quoi que ce soit. Mais ancien député, ancien maire, ancien ministre, tout le monde s'est rué. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, où il y a l'indifférence de la population, c'est parce que nous, c'est-à-dire, on a conduit la population... Et donc la faute politique. Alors, oui, aujourd'hui, allez-y. Oui, non, moi, je voudrais dire que les besoins des populations, comme je l'ai dit tantôt, nous les connaissons. Vous ne pouvez pas volontairement choisir de gouverner un pays et ne pas vous préoccuper du bien-être de vos compatriotes. Quelqu'un a écrit qu'il n'y a de développement que d'hommes. Le quotidien du Béninois, nous à LD, nous sommes de la gauche. Nous sommes un parti de la social-démocratie. Quelles que soient les ambitions que vous avez pour votre pays, vous ne pouvez pas prioriser les bling-bling, les infrastructures au détriment de la fin de vos compatriotes. C'est ça que nous dénonçons pour dire, nous allons au contact des populations comme vous nous demandez. Nous vivons avec elles ce qu'elles vivent. Elles nous disent, faites en sorte de nous sauver de cette situation en 2026. Qu'est-ce qu'elles veulent concrètement? Elles veulent un nouveau paradigme, une nouvelle manière de gouverner le pays pour qu'elles puissent mieux vivre. C'est le mieux vivre qui est la préoccupation de nous qui sommes de l'opposition, notamment de les démocrates. Je ne sais pas ce que mon ami de droite, ils vont proposer, ils ont dit qu'ils sont le libéral, il aura le temps de développer. Mais nous, à les démocrates, nous disons il faut revoir de but en blanc tout ce qui a été fait depuis 2016. On gouverne contre les populations, ce n'est pas une bonne chose. Vous avez le sentiment que c'est cela? Écoutez, je suis content aujourd'hui que mes frères, les Kérékouistes, je crois bien, il a développé quelque chose tout à l'heure. Ce n'est rien d'autre que la réforme du système partisan. Aujourd'hui, ce n'est plus les individus qui commandent les partis politiques. Quand les individus commanditaient les partis politiques, c'est-à-dire il y avait de l'argent en masse au sein qui se développe sur le terrain. Aujourd'hui, l'animation de la vie politique est réservée aux partis politiques, même avec un cadre bien précis. Ou pour créer des partis politiques aujourd'hui, il y a un certain nombre de critères, et pour être subventionné, pas parce que l'État béninois subventionne les partis politiques. Donc, avant de recevoir ces subventions, il faut avoir un certain nombre de il y a des critères qu'il faut respecter. Il y a des critères qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, l'argent, de façon subtile, a commencé par quitter l'arène politique. Je vais vous donner un simple exemple. Nous, au BR, moi, je suis le coordonnateur du bloc républicain à Bomé. Il y a cela 2 semaines, j'ai organisé une activité politique. Mais c'est les militants qui ont cotisé. Mais avant, ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça. Donc, je remercie Dieu qu'au moins, sur ce plateau, les gens ont reconnu au moins, ce n'est bien que la réforme du jeune partisan. Maintenant, quand nous, les militants du Bloc républicain, nous allons sur le terrain, nous avons un slogan, nous les partis de la mouvance présidentielle, la dynamique doit continuer. Et c'est les populations même qui disent ça. C'est eux qui ont suscité ce mot d'ordre-là. La dynamique doit continuer parce que c'est le seul gouvernement qui a à cœur aujourd'hui le souci de la population. Et il a toujours montré, je prends l'exemple de la zone industrielle de Glodibé, où il y a beaucoup d'usines là. Nous avons déjà près de 15 000 emplois. Aucun gouvernement n'a fait ça. Aucun gouvernement n'a fait ça. L'emploi énuméré comment? L'emploi de la jeunesse aussi est un problème. Et quand nous allons sur le terrain, c'est ce que nous apportons et à la population. Ce que nous apportons aussi, nous avons le projet Bessoké, où aujourd'hui, les élèves qui n'ont pas de père ni de mère, l'État béninois vient en aide pour leur petit déjeuner, vient en aide pour leur payer la scolarité, le caquet, tout ça. Donc, quand on parle de social, il n'y a pas ce gouvernement qui a plus fait de social que le gouvernement du président Patrick Talon. Le social, ce n'est pas les messes d'action de grâce quand on nomme un cadre. Et on prend l'argent public pour aller dilapider dans le village. Le social, ce n'est pas les concours frauduleux, ce n'est pas les concours qu'on organise au Bénin, où il fut un temps récemment où on a organisé un concours de douane où ceux qui sont réussis à le social, le régime de la rupture a pris le pouvoir. Monsieur Christian, quand vous repartez, vous allez rectifier deux choses d'abord. Je n'ai jamais dit que Yaïbo n'a pas fait de social. Merci. Et il faut Merci aussi, de me le reconnaître. Il faut aussi dire que nous n'appartenons pas à la droite, nous n'appartenons pas non plus à la gauche. Quand c'est bien, nous dirons que c'est bien. Quand c'est mauvais, nous dirons que c'est mauvais. C'est ça le libéralisme. Et vous apportez nous apportons des propositions. C'est pourquoi avant même que le Parti libéral ne soit mis sur les fonds baptismaux, le président Richard Boni Orou a fait le tour des 77 communes du Bénin pour toucher du doigt la réalité que vivent chaque Béninois dans chaque contrée du Bénin. Et c'est sur cette base-là que nous avons mis en place notre projet de société et subdivisé en 12 différents axes qui concernent en priorité l'agriculture. Il faut pouvoir financer la production agricole, l'entrepreneuriat des jeunes. Lorsque quelqu'un fait un accident quelque part dans la rue, on va le déposer au CNHU. On ne connaît plus la suite. Quand il n'a pas les moyens, on le laisse là, il peut mourir. Mais qu'est-ce que l'État fait? Parce que c'est ça le rôle de l'État. Lorsque la personne n'a pas les moyens, il faudrait qu'on puisse lui venir en assistance. Lorsque quelqu'un n'est pas en mesure de pouvoir rester à Cotonou et qui finit ses études, il ne doit pas forcément aller à la GDZ pour pouvoir trouver un emploi. Il faudrait qu'il soit en mesure de retourner à Glazoué, à Karimama, à Natitengu et de trouver un emploi sur place. Il n'a pas forcément besoin de rester à Cotonou. C'est de ça qu'il s'agit. Les matières premières qui sont déversées vers la GDZ à Glodjibé, ces matières premières proviennent généralement de certaines localités du Bénin. Mais pourquoi on n'est pas allé installer ces industries, ces entreprises dans ces localités-là pour permettre aux populations de bénéficier directement? Et on vient les installer à la GDZ. Comme quoi que la GDZ, c'est l'environnement le plus idéal pour mettre en place ces entreprises. C'est faux. À Glazoué, à Ouessé, à Savert, on peut installer des industries pour permettre aux gens d'aller travailler. Quand vous finissez vos études à l'université d'Abomey et Calavi, vous pouvez retourner dans votre village et aller travailler dans Comme on le dit, il faut commencer quelque part. En fait, c'est sur ça que nous avons posé les axes du Parti libéral. Et nous sommes plus préoccupés par les problèmes des populations. Quand quelqu'un se lève aujourd'hui, comment envoyer son enfant à l'école? Qu'est-ce que l'enfant va manger en rentrant à midi?
C'est vrai qu'il faut construire des routes. Nous donnons à manger aux enfants. Non, il faut arrêter ça. Mais il y a des gens qui vivent... Nous payons la contribution. La contribution que vous payez, est-ce que vous payez pour les gens du privé? Qu'est-ce que vous proposez? La cantine que vous faites, est-ce que les élèves du privé bénéficient de cette cantine-là? Nous payons la contribution, nous payons la scolarité, nous payons les fournitures. Quel est l'avantage que les gens du privé ont dans cette cantine-là que vous avez mis en place? Nous, on appelle ça, qu'est-ce que vous La cantine que vous avez mis en place, quelles sont les entreprises qui ont bénéficié de ces projets pour distribuer cette cantine-là? Est-ce que ce sont les Béninois? Est-ce que ce sont les vrais Béninois qui ont besoin de cet emploi pour survivre, qui ont bénéficié de ces marchés-là? Aujourd'hui, le libéralisme propose que on puisse laisser les individus choisir le type de politique dont ils ont besoin pour construire leur environnement. C'est de ça qu'on a besoin. Ce n'est pas qu'on va venir leur imposer quelque chose. On peut construire des routes, c'est prioritaire. On peut construire des infrastructures, c'est normal. Mais en dehors de ça, il faudrait que les gens puissent aller à l'hôpital. Oui, est-ce que tout ça, ça ne participe pas à combler les besoins des populations? Ça comble les besoins, mais quand les gens... Alors que quand il pleut, c'est des problèmes. Non, attention, il a écrit que les voies de développement passent par le développement de la voie, mais ce n'est pas dans ce contexte-là. Le gouvernement actuel a voulu faire une comparaison en considérant des infrastructures routières, parce que le président Yahya Boni avait fait environ 2500 et quelques kilomètres de voies. Lui, il veut dépasser, faire 3000 kilomètres de voies. Non, ce n'est pas ça la priorité. On peut construire des infrastructures, mais n'oublions pas le quotidien des Béninois. Allez-y. Vous savez, c'est le mal aujourd'hui. En fait, ce qu'on constate, c'est que le débat politique est polarisé entre Talon et Yahya Boni. On ne doit pas voir la personne de ces gens-là. Et il est important que nous voyons, oui, bien sûr, que nous allons au-delà. Et c'est là où nous, on est un peu peinés, parce que... Vous, les patriotes. Oui, nous, les patriotes, nous sommes un peu peinés. C'est comme quand on focalise le débat sur la personne de ces deux personnes, c'est comme si, en dehors de ces deux personnes-là, on ne peut pas réfléchir de nous-mêmes, alors qu'il y a des têtes pensantes. Parce que quand vous, comme je le dis, je le répète, en temps normal, au niveau de la mouvance aujourd'hui, celui qui a le dernier mot, tout le monde le sait, je crois, il y a un certain des acteurs du BR qui l'a dit dans l'une de ses interventions, sans talent, rien ne peut bouger. Il disait également... Non, moi je ne dirais jamais ça. Il disait également... Cela ne concerne il disait également au sein de l'opposition, sans Yahya Boni, rien ne peut bouger. Nous sommes pratiqués au terme. Il serait bien... Comment comptez-vous entrer dans le débat politique en vous orientant vers les populations? Comment est-ce que vous pensez que pour couvrir les mois à venir, avant les élections, quel message avez-vous apporté aux populations et qui va directement les toucher? Oui, et le message qu'il faut porter aux populations, c'est celle-ci. On a toujours fait cette erreur, comme tout à l'heure mon ami des démocrates le dit, nous voulons le pouvoir d'État et l'exercer. Le rôle d'un parti politique n'est pas seulement limité à avoir le pouvoir et l'exercer. Il faut l'éducation. L'éducation et en termes politiques des populations. Et quand vous regardez aujourd'hui, les populations ne se retrouvent pas en nous. Et il est important qu'on ait la sincérité de dire la vérité aux populations et de susciter qu'elles prennent conscience de leurs responsabilités. Je l'ai dit, le taux, parce que si on doit s'en tenir au taux d'abstention pendant les élections législatives et le nombre de suffrages de bulletins nuls, il y a un malaise. Et on doit se poser des questions et ensemble trouver une solution. Voilà. Oui, allez-y. Oui, c'est en guise de conclusion. Écoutez, nous, je vous ai dit que on est en train de gérer le pouvoir pendant 9 ans et nous sommes en contact permanent avec la population. Et quand vous suivez le ministre des Finances ou bien quand vous suivez le gouvernement, à chaque année où il y a le projet de
budget de l'État, ça prend en compte toujours des données qui viennent du terrain, des données qui viennent de la tournée gouvernementale qu'on fait. C'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a compris que dans l'enseignement général, il faut changer un peu les choses et plus aller dans l'enseignement technique qui doit générer nécessairement des emplois. C'est pour ça que des Béninois ont été envoyés en France, un peu partout dans le monde, pour recevoir des formations, et ils sont revenus aussi pour former des Béninois. Donc, ça là aussi, c'est une priorité. C'est une priorité. Et donc, vous savez, nous, au Bloc républicain, nous sommes actifs auprès du président Patrice Talon, par le biais de notre président, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchané, qui joue un grand rôle au sein de ce gouvernement. D'accord, merci. Nous plaçons les populations au cœur du développement économique et social pour notre projet de société. Nous allons diversifier la fiscalité. Nous n'allons plus nous baser sur les tarifs douaniers pour développer notre pays. On va continuer par construire des infrastructures, mais on va permettre à chaque population de s'autonomiser, de permettre aux acteurs économiques d'avoir du financement, de créer les activités et de ne pas être perturbé, quelle que soit la modification de l'ordre constitutionnel. Alors, oui, les démocrates, nous sommes au contact des populations en permanence. Nous connaissons leurs besoins et la seule chose que nous leur disons, c'est de garder leur patience jusqu'à ce que les élections générales de 2026 arrivent. Pour répondre à mon ami les Kérékouïs, vous verrez le taux de participation aux élections prochaines va flamber. Pourquoi? Parce que les populations se retrouvent désormais à travers les acteurs impliqués, cette fois-ci pour les élections, si le projet d'éliminer les démocrates n'est pas réalisé. Il n'y a pas Si nous savons de quoi nous parlons, nous savons de quoi nous parlons. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du Parti libéral. Merci à vous, Monsieur Mohamed Okri Assogba, militant du Parti Les Démocrates, et vous êtes également membre de la cellule de communication de cette formation politique. Arma Fossogbe, membre du bureau politique national du Bloc républicain et coordonnateur du BR dans la commune d'Aboumé. Et je vous dis également un grand merci de votre disponibilité, Monsieur Ambal Akobi, coordonnateur national du parti Les Patriotes, Rassemblement des Kérékouistes. Mesdames et messieurs, chez vous, c'était le grand rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.